Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. On entend beaucoup parler de Colette ces temps-ci et pour cause. Ce sera donc vendredi le 150e anniversaire de sa naissance, le 27 janvier 1873. À cette occasion, les éditions Gallimard, entre autres, republient Colette et dans la Pléiade paraît un volume intitulé « Le blé en herbe et autres écrits ». Il s'agit d'une consécration d'une certaine manière pour ce très beau roman, ce blé en herbe, qui en 1923 a vu Colette signer seule, car pendant longtemps, vous savez qu'elle était Madame Willy. Alors justement, lorsqu'il a été question d'évoquer cet anniversaire Colette, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? On avait déjà parlé de Colette et Willy, justement, de Colette en Bourgogne, de Colette et l'amour, de la dame du Palais Royal, et je me suis souvenu d'un article que j'avais lu à propos de l'élection du président Poincaré en 1913. Vous savez qu'à l'époque, le président de la République n'était pas du tout élu au suffrage universel. Il était élu par le Congrès, c'est-à-dire la réunion à l'époque de la Chambre des députés et du Sénat, réunion à Versailles. Et voilà que, on est en janvier 1913, pour le journal Le Matin, Colette vient faire son reportage. Et c'est un reportage qui est teinté d'une drôle de misogynie dont on n'arrive pas à savoir si elle est le fond de la personne même et du caractère de Colette, ou si cette misogynie serait en quelque sorte une concession aux hommes dont elle sait qu'ils liront en grande majorité son papier. Voici ce qu'écrit Colette. Que de femmes, que de femmes. Elle est au réservoir. Mon voisin tout à l'heure au réservoir. Le réservoir, c'est le grand restaurant de Versailles à l'époque, nommait chaque nouvelle venue. Le monde de la finance, de la politique, des lettres, le monde tout court, fournissait à cette énumération des noms célèbres. Le théâtre et même le music-hall avaient délégué à Versailles ce qu'ils ont de mieux comme vedettes. Elles sont vraiment beaucoup. Elles sont trop. Au restaurant, elles ont été tout à l'heure le spectacle et le charme d'une heure de bousculade. Il y a eu, en travers des tables nappées de blanc, sur les mains chargées de bagues, les aigrettes en fusée et les cheveux d'or neufs. Il y a eu sur les profondes fourrures l'oblique et rose soleil de janvier qui rend bavard les femmes et les oiseaux encagés, écrivait-elle. Vous voyez que même lorsqu'elle s'adonne au journalisme, Colette manie les mots avec une sorte de virtuosité inégalable. Franck Ferrand sur Radio Classique. À 30 ans, donc, puisqu'elle était née en 1873, ça veut dire qu'on est là en 1903. Elle s'était déjà fait un nom sur la scène littéraire, donc à l'ombre de son mari, Willy, grâce à la série des Claudines, dans lesquelles on suit les aventures d'une adolescente de province. Elle travaille sur le roman Claudine s'en va et elle va se mettre à proposer, donc on est en 1903, des chroniques hebdomadaires au quotidien Gil Blas. Et elle signe ces chroniques du nom de son héroïne. La toute première est parue le 12 janvier 1903, c'est-à-dire 10 ans avant l'article que je vous ai cité il y a un instant. Rassurez-vous, écrit-elle, je ne vous parlerai chaque semaine que très peu de musique. D'abord parce que ça m'avalerait. Ensuite parce que Debussy aux boucles d'ébène me paraît tout de même plus autorisé que moi. Enfin parce que, tiens, j'ai oublié la troisième raison. J'apporterai du moins la bonne foi et la mauvaise éducation qui m'ont déjà fait tant d'ennemis et dont j'espère bien que chaque jour grossira le lot. Vous voyez à quel point Colette écrit d'une façon incroyablement, comment est-ce qu'on pourrait dire, elle est spontanée, elle est vive, elle est directe. C'est un nouveau style qui est en train de s'inventer dans ses chroniques. À partir de 1907, elle va travailler pour la Vie parisienne. Elle s'est séparée de Willy à ce moment-là. Elle a entamé une carrière au music-hall et ses articles évoquent d'ailleurs ces tournées. Elle écrit en 1909 dans la revue Academos, je cite, « Les comédiens en tournée méritent l'étude et l'intérêt et la pitié, souvent l'admiration. Je ne parle pas des vedettes, je m'arrête aux anonymes, aux humbles, qui tournent toute l'année. Pendant 33 jours, j'ai vécu de leur vie, cette singulière vie qui vous isole de tout et de tous. J'ai goûté son attrait, son amertume, ses fatigues et ses déceptions, et déjà, dans mon repos ouaté, je me tourne vers ce printemps écoulé, d'où m'arrive encore en écho le roulement incessant des trains, le
sifflet des machines, le dur bruit caillouteux des applaudissements. Le dur bruit caillouteux des applaudissements. En 1909, elle va faire la connaissance d'un très grand journaliste, cette fois le rédacteur en chef du Matin, Henri de Jouvenel. Le Matin est un des journaux les plus lus de France, avec un tirage qui approche du 1 million d'exemplaires et qui emploie 150 journalistes, 500 techniciens et ouvriers, une énorme machine de la presse française de l'époque avec des feuilletons. Et justement, Jouvenel propose à Colette, il épousera Colette en 1912, il lui propose d'écrire un feuilleton pour tenir le lecteur en haleine. La nouvelle qui s'appelle « La Poison » n'est pas signée. Et en introduction de ce texte qui paraît le 2 décembre 1910, on peut lire « Le conte que publie aujourd'hui le Matin est signé d'un masque. Sous ce loup énigmatique se cache, par caprice, une des femmes de lettres qui compte parmi les meilleurs écrivains de ce temps et dont le talent si personnel, fait d'exquise sensibilité, d'observation aiguë, de fantaisie gamine, vient de s'affirmer une fois de plus dans un roman sentimental qui est le succès du jour. » Ce n'est que quelques semaines plus tard que le lecteur pourra découvrir l'identité du mystérieux auteur, Colette Willy. Au cours des années qui suivent, Colette, qui est devenue extrêmement active au sein de la rédaction du Matin, sera envoyée à droite et à gauche, je vous l'ai dit, sur le terrain de l'élection du président de la République, ou bien au procès de la bande à Bonneau. Elle écrit également des contes, des critiques de pièces, bref, elle est devenue une véritable journaliste, et désormais, elle signe sous son propre nom, Colette. Vous écoutez Radio Classique. Colette n'a pas seulement écrit pour Le Matin, vous l'avez bien compris. Pour Femina, elle écrit des articles sur la mode et elle livre ses sentiments de jeune maman à la naissance de sa fille unique. En juillet 1913, elle voit descendre sur le lit près d'elle, au creux d'un coussin de fardeau léger paré de blanc, fleurant le linge neuf et la verveine acide, écrit-elle. Elle découvre sous un bonnet de cheveux châtains une brune petite figure aux yeux dormants et 2 mains minuscules qui ont gardé les plis délicats, le chiffonnage d'une fleur de pavot en bouton. Si elle écrit moins pendant la Première Guerre mondiale, on voit Colette relater néanmoins les horreurs du conflit et ses vies brisées et mutilées, les privations et les désastres des bombardements auprès d'une population totalement désorientée. Colette nous fait vivre tout ça. En juillet 1915, elle est même envoyée en Italie en reportage pour raconter cette Italie qui vient d'entrer en guerre. Elle écrit « Des rencontres de trains militaires, les uniformes sur les voies, la variété des cartes postales et des emblèmes patriotiques vendus dans les gares m'ont ramené à ce mal qui vit avec nous, auquel nous avons consenti tous ses droits et qui se nourrit de nous-mêmes. Rome, bleue, intacte, parée par la guerre, a trouvé dans la guerre de quoi rendre plus belle la beauté de ses nuits. » Magnifique style d'une Colette qui essaie de faire partager à ses lecteurs quelque chose de l'instant qu'elle capte d'une certaine manière. Rentrée en France en 1916, elle publie un article poignant sur les mères de famille. Cette fois, c'est publié dans La Baïonnette. « Mère qui attendez, mère qui vous tenez pour combler si la guerre vous rend un peu de votre fils, ne comptez pas reprendre et garder débile comme au jour de l'enfance votre bien-aimé. L'amour aussi veille et attend pour vous disputer le beau blessé aux pas hésitants. L'amour aussi âpre que vous-même est tout aveuglé par les rayons de la gloire. » Mais, comme à son habitude, Colette change volontiers de registre. Elle sait adopter le ton le plus grave et le ton le plus léger à un article d'écart. Et par exemple, dans La Vie parisienne, elle fait dialoguer 4 femmes qui ne supportent plus leur sein. Il faut bien distraire les gens et elle s'y entend parfaitement, notamment dans ces heures du lendemain de l'armistice, à la fin de 18 et dans l'année 1919, où on la sent retrouver vie, même si d'une certaine façon elle n'avait jamais perdu cet amour de la vie qui est le sien. Colette va devenir directrice littéraire du Matin en 1919 et comme secrétaire, elle engage la poétesse Hélène Picard avec laquelle elle va nouer
une très grande amitié, disons. En parallèle, elle continue à suivre l'actualité. Elle fait notamment vivre le vol inaugural du Caudron, qui était le premier appareil qui ait jamais transporté des passagers. C'était le tout début de l'aviation commerciale, ça. On la voit au procès Landru, bien sûr. Oh, elle ne laisse pas sa place. Landru, un assassin qu'elle décrit comme un homme qui respire la politesse. Mais oui. Et puis elle va rencontrer Sarah Bernhardt. J'adore ce passage que j'ai peut-être déjà eu l'occasion de vous citer, mais c'est magnifique parce qu'elle est mise en présence en quelque sorte de ce mythe vivant qu'est devenu Sarah Bernhardt. On est là juste avant la mort de Madame Sarah. Je ne l'avais jamais vue d'aussi près, dit-elle, au bout d'une longue galerie. Elle était le terme et la raison d'être d'un musée un peu funéraire de palmes, de gerbes séchées, de plaques et d'hommages commémoratifs. Son corps amputé ne comptait plus, ensaché d'une étoffe sombre à grands plis, mais le blanc visage. Mais les petites mains brillaient encore comme des fleurs froissées. Je ne me lassais pas de contempler le bleu de ses yeux qui changeaient selon les mouvements si vifs encore de sa tête impérieuse et petite. Au début de l'année 24, alors qu'elle vient de divorcer de Jouvenel à ce moment-là, elle va claquer la porte du Matin et c'est Maurice Martin Dugard, le directeur des Nouvelles littéraires, qui lui rend hommage. Comme elle semblait heureuse d'avoir un bureau américain toujours comblé de manuscrits et de boîtes de bonbons, parfois découvrant sous un amas de lettres de magnifiques lunettes d'écaille qui la faisaient pareil à un jeune médecin de comédie, elle empoignait l'épreuve d'un conte, elle écrivait, téléphonait, suçait goulûment des chocolats, dictait, distribuait des ordres et des rires dans toutes les directions. Elle va continuer à écrire des chroniques pour pas mal de journaux après son départ du Matin, notamment des chroniques théâtrales, des articles de mode, de maquillage, pas toujours sur un ton léger pour autant. Dans Marianne en 1932, à propos de la mode des femmes minces, voilà ce qu'elle écrit. On voit tourbillonner, entre la mort et la vie, un essaim de stars épuisées par le pamplemousse sans sucre, le café noir, le thé au citron, la salade et autres illusions. On est bien en 1932, Vous connaissez l'histoire de l'américaine à qui sa firme réclama 2 kilos de plus. Elle fondit d'abord en larmes, se jeta sur un gâteau à la crème, puis sur un œuf à la coque et elle bégaya à travers les sanglots. Il y a 18 mois que je n'avais plus connu le goût d'un œuf. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est Christophe Darc qui est allé recueillir un peu partout dans la presse de cet entre-deux-guerres les chroniques et les articles de Madame Colette, qui a travaillé à la fin des années 20 pour Le Journal, le grand quotidien d'avant-guerre qui est devenu plus conservateur après-guerre. On la voit rencontrer toutes sortes de personnalités, les hommes politiques les plus importants de la période, notamment le président de la République en personne, Gaston Doumergue. Voilà comment elle décrit Doumergue, c'est un peu inattendu. Voilà un peintre de paysage comme ils n'en ont pas à la propagande touristique. Les causses arides, l'oliveraie d'argent, la frange de neige des étangs salins, l'Auvergne et la Corrèze et le noir Périgord, gémé de truffes, la vigne et le maïs, l'air bleu qui les baigne, les fruits, les fleurs, la tendre volaille et le gibier que nourrit leur sol, tous les trésors de la France mal connue du français, j'ai devant moi le poète qui les chante. En 1933, elle écrit là toujours pour Le Journal. Elle va reprendre la rubrique spectacle et à l'issue de la représentation de l'école des femmes mise en scène par Jouvet, on est à l'Athénée là en 1936, bien sûr, elle écrit, fraîche, sage, bouffonne, amère, amoureuse, dure, qu'une œuvre comme l'école des femmes soit, de la part d'un directeur jeune, l'objet d'une sollicitude tendre, qu'un groupe d'artistes fait pareillement Molière y applique ensemble la piété et la fantaisie, voilà ce qu'aucun de nous, au soir de la répétition générale, ne put voir sans émotion. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et la voilà de nouveau envoyée spéciale, toujours pour Le Journal, et cette fois à bord du grand bateau de l'époque, du transatlantique Normandie, qui va quitter le Havre pour sa traversée inaugurale à la fin du mois de mai 1935, et elle raconte sa découverte de New York. Les gratte-ciel aperçus du Normandie composent une sorte de buisson d'église, écrit-elle, un bouquet gothique, et nous font songer à l'art catholique qui darda vers le ciel, la flèche effilée, le clocher qui s'étire comme aspiré. À partir de 38, elle va travailler pour Marie-Claire également, mensuel féminin. Elle conçoit notamment tout le 100e numéro
dans lequel elle écrit son amour pour les chats, une fois de plus. Elle ouvre les portes de son appartement 9 rue Beaujolais, vous savez, l'appartement du Palais Royal, qui donne sur les jardins du Palais Royal. J'avoue qu'une certaine douceur me berce au passage des camions, que les cloches et les cris d'oiseaux, la voix énorme d'une ville, une cour d'école en pleine effervescence ne me font pas peur. Peut-être le plus intolérable des sons, après la TSF et la toux du voisin, est-il celui de notre propre cœur, pour peu que la fièvre et l'insomnie cravachent sa course à 2 temps, écrit-elle. À la même époque, elle travaille aussi pour Paris Soir, qui est le gros tirage d'une presse française qui, à l'époque, est à son apogée. 2 millions d'exemplaires, Paris Soir. Elle va suivre pour Paris Soir le procès d'Eugène Weidmann, vous savez, ce tueur en série allemand condamné à mort pour avoir donc tué 6 personnes. Le 11 mars 39, elle écrit « Je cherche en vain sur lui ce que j'ai trouvé chez d'autres criminels, une oreille affreuse, un indice de prognatisme, un rapport offensant entre le nez et le front. Aucun tic ne trouble l'équilibre assez harmonieux des traits et le front carré ferait honneur à un honnête homme. Où est donc la marque inéluctable du sceau physique d'une déchéance et d'une férocité, se demande-t-elle. Et c'est encore pour Paris Soir qu'elle va publier des articles sur le temps de guerre, bien sûr, dans Le Petit Parisien aussi, qui va reparaître à partir d'octobre 40 et qui est un journal collaborationniste à ce moment-là. Elle écrit à propos d'une petite fille qui fait la queue avec les tickets de rationnement « La France est pleine d'enfants raisonnables, tôt mûris, patients et contenus au point de vous faire venir les larmes aux yeux. Certains brident leur appétit de croissance, organisent leur fin de semaine en frairie hebdomadaire avec un esprit économe et gourmand. » Peu de temps après l'arrestation par les Allemands et la libération de son 3e mari, Maurice Goudequette, en 42, elle va mettre un terme avec c'est la fin de sa collaboration avec Le Petit Parisien, et la vérité, c'est que c'est la fin tout simplement de sa carrière de reporter, de journaliste et d'envoyé spécial. Il faut voir et non inventer, disait-elle. Et bien voilà, un beau conseil à donner à tous les journalistes. Vous écoutez Radio Classique.